Il y a tout juste quelques instants, le président Trump, depuis le bureau ovale à la Maison-Blanche, s'est adressé à un événement de l'UFC qui doit avoir lieu d'ici un mois environ. Et bien sûr, quand est venu le moment des questions, tout le monde s'est tourné vers l'Iran. Surtout aujourd'hui, après les messages que le président Trump a publiés sur Truth Social, l'un hier soir et un autre ce matin. Alors, est-ce que les marchés ont réagi? Le Dow Jones a grimpé de plus de 500 points, une journée vraiment exceptionnelle. Le prix du pétrole, lui, a chuté d'environ 9%, une baisse importante. Bref, tout semblait aller dans le sens du président Trump. Mais maintenant, tout le monde se demande, d'accord, ce sont les gros titres, mais qu'en est-il du fond? Que va-t-il se passer ensuite? Comment tout cela va-t-il se résoudre? Et c'est justement la toute première question qu'on lui a posée. Et sa réponse, elle, a été plutôt inattendue. Vous semblez optimiste, maintenant que vous paraissez plus près d'un accord. Qu'est-ce qui rend ce moment différent des autres fois où un accord semblait déjà à portée de main? Eh bien, pourquoi dites-vous qu'ils refusent de se soumettre? Vous n'en savez rien. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière vous. Il y a quelques jours à peine, ils tiraient sur des navires américains. Et dans le monde de la guerre, quelques jours, c'est long. Très long. Non, ils veulent vraiment conclure un accord, et on verra si on y arrive. Si on y arrive, ils ne pourront pas avoir d'armes nucléaires. C'est très simple. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ne pas se soumettre? Ils avaient une marine avec 159 navires, et maintenant, chaque navire est en morceaux au fond de l'eau. Ils avaient une force aérienne, beaucoup d'avions, et ils n'en ont plus. Ils n'ont plus de défense anti-aérienne, plus de radars. Leurs missiles sont presque tous détruits. Il leur en reste peut-être 18, 19%, pas beaucoup comparé à ce qu'ils avaient. Et tous leurs dirigeants sont morts. Donc je pense qu'on a gagné. Waouh, cette dernière phrase-là. Donc je pense qu'on a gagné. Alors, le président Trump fait exactement ce que je supplie les gens de ne pas faire depuis le début, même avant que tout ça commence, se fier au tableau Excel. Parce que, d'après celui que j'ai sous les yeux, ils auraient perdu tant de missiles, tant de pourcentage de navires coulés, d'avions détruits au sol, défense aérienne, coche, coche, coche. Bon, leurs dirigeants sont tous morts, donc on a gagné, parce que sur mon tableau, j'ai plus de tout ça. Donc, j'imagine que la guerre est finie. Mais les guerres ne se gagnent pas sur des tableaux Excel. Et c'est justement ça qui m'inquiète vraiment. Peut-être que le président Trump publie ses messages sur Truth Social simplement pour manipuler les marchés. Peut-être qu'il est complètement focalisé sur le présent, qu'il veut juste que la journée d'aujourd'hui paraisse bonne, sans savoir quoi faire de demain. Alors il se dit, au moins, faisons en sorte qu'aujourd'hui ait l'air bien. Mais ça, ce serait mal, parce que ce serait mentir au peuple américain et aider quelqu'un d'autre, quelqu'un qui, de toute évidence, dispose d'informations privilégiées et qui a encore gagné des centaines de millions de dollars. Ce serait mal. Mais imaginons qu'en plus de ça, ils ne comprennent pas la nature même de la guerre. Il faisait la leçon à ce journaliste en disant « Non, non, en temps de guerre, quelques jours, c'est une éternité. » Mais s'il ne comprenait pas vraiment ce qu'est la guerre et qu'il pensait simplement « Bon, j'ai regardé le tableau Excel et voilà, on a gagné. » Alors donc, la guerre est finie. D'accord. Évidemment, enfin, ça devrait être évident. Peu importe ce qu'il y a dans le tableau Excel. Et d'ailleurs, une partie de ce qu'il a énuméré là, en fait, une bonne partie, est complètement inexacte. Je ne sais pas s'il y croit vraiment ou s'il dit ça juste pour faire bien. C'est ça le problème. On ne peut jamais savoir avec le président Trump ce qu'il veut vraiment dire. Mais les faits, eux, sont clairs. La marine qui compte n'est certainement pas détruite. Il y a encore probablement des milliers de ces vedettes d'attaque rapide. Il y a sans doute aussi un grand nombre de ces drones embarqués, ces drones maritimes, en plus des drones aériens.
Ils en ont encore beaucoup, et ils ont toujours des missiles sous-marins. Ils ont encore des mines. Ils ont encore quelques sous-marins qui n'ont pas été détruits, du moins à ce qu'on en sait. Donc il leur reste pas mal de choses. Et ça, c'est juste pour la marine. Quant à leur armée de l'air, leur aviation n'a jamais vraiment été un facteur déterminant de toute façon. Et ce n'est pas ça qui les protège. Ce qui les protège, c'est leur capacité en missiles et en drones. C'est ça, en réalité, la force aérienne moderne aujourd'hui. Bien plus importante que les avions pilotés, surtout pour l'avenir. En revanche, ils sont très faibles en défense aérienne. Là, ils ont clairement pris un coup. Donc sur ce point, il n'a pas tout à fait tort, parce qu'il est assez évident que même si nous avons perdu plusieurs appareils, nous avons la supériorité aérienne. Nous n'avons simplement pas la maîtrise totale, parce qu'ils gardent encore une capacité limitée. J'ai parlé avec certaines personnes qui connaissent bien la façon dont nos avions ont opéré là-bas, et oui, elles sont assez préoccupées par les capacités que l'Iran a montrées. Mais ces capacités restent limitées, d'accord? Cela dit, ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est de savoir qui détient le pouvoir à Téhéran. Et parmi ceux qui sont à Téhéran, de quoi ont-ils réellement le contrôle? Par exemple, du détroit d'Ormuz. Donc, peu importe ce que vous voulez voir arriver, ce qui compte, c'est ce que vous êtes capable de faire arriver. Si vous n'êtes pas capable de provoquer un résultat et que vous basez votre effort de guerre là-dessus, vous vous condamnez à l'échec. Et pour l'instant, malgré toutes les bombes qu'on a larguées, malgré tous les dirigeants qu'on a éliminés, cela n'a même pas ébranlé le contrôle du gouvernement. En réalité, on peut très bien dire que nous avons aidé le gouvernement. Nous les avons rendus plus forts, plus unis, et les gens derrière eux sont aujourd'hui plus mobilisés qu'ils ne l'ont été depuis des décennies. C'est ça, le résultat concret de notre supériorité militaire. Mais ce que cette force ne peut pas faire, c'est obliger l'Iran à renoncer au contrôle du détroit d'Ormuz. Elle ne peut pas non plus les forcer à abandonner leur capacité d'enrichissement d'uranium, ni les stocks qu'ils ont apparemment enfouis quelque part sous une montagne, mais qu'ils contrôlent toujours, ni leur capacité à en retraiter davantage. Et ce sont précisément ces points-là que nous essayons de leur imposer. On dirait que c'est ce qu'on veut plus que tout. Mais à court terme, ce qu'on veut vraiment, c'est rouvrir le détroit. Parce que c'est essentiel pour la prospérité économique américaine, pour la production américaine. Oublions la prospérité un instant. Franchement, il faut surtout éviter la catastrophe. Et il faut rouvrir le détroit rapidement, parce que déjà, il y a tellement de facteurs fondamentaux en jeu. On en a parlé à plusieurs reprises. Ça va prendre des mois, vraiment plusieurs mois, pas 2 ou 3. Certains disent 2 ou 3 mois, mais oubliez ça. L'ampleur du problème est largement sous-estimée, même par beaucoup d'experts du pétrole, à cause des questions de logistique et de coordination qui ne sont pas encore en place. Personne ne contrôle vraiment tout ça. Donc il va falloir tout reconstruire morceau par morceau. Les gens ne réfléchissent pas jusqu'au bout. Ils abordent ça presque comme s'ils étaient en ligne ou sur un tableur. Ils se disent, bon, il y a tant de navires, ça prendra tant de temps pour les récupérer. Mais quelqu'un doit coordonner tout ça, navire par navire, puis coordonner encore avec les différentes zones, et ainsi de suite. Bref, ça va être un vrai bazar. C'est ça la réalité. Et rien de tout ce désordre ne pourra commencer à être réglé tant que le détroit ne sera pas rouvert. C'est pour ça qu'il est essentiel qu'on ait une compréhension réaliste de la situation, pour qu'on ait une chance réelle d'en finir. Et je vais vous le dire très clairement. Si les États-Unis arrivent là-bas avec une liste d'exigences en disant « voilà ce qu'on va obtenir », alors c'est fini d'avance. Ça n'arrivera tout simplement pas. Il faut qu'on y aille pour négocier, donner quelque chose pour obtenir quelque chose.
Et je sais qu'en ce moment, ce n'est pas du tout dans le radar du président Trump. Il ne veut rien faire de tout ça. Mais s'il n'apprend pas, le problème ne sera jamais résolu. Peu importe le nombre de publications qu'il fait sur Truth Social, ça ne débloquera pas physiquement le détroit d'Ormuz. Et ensuite, le deuxième point, si le premier est le plus important, c'est cette vision étroite, cette obsession autour de la question nucléaire. Et je pense qu'il y a une raison pour laquelle on en parle, mais c'est justement un sujet qu'il a encore évoqué dans le bureau ovale. C'est très simple. L'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire parce que, aussi dur qu'il soit, on veut qu'il reste en vie. On veut que vous restiez tous en vie. L'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire et ils ne l'auront pas. Et ils ont accepté ça, entre autres choses. Oui. Allez, voyons. Ils ont accepté ça? C'est tout le contraire de ce qu'ils ont fait et dit. Ils n'ont rien accepté du tout. En fait, Sandbell, sur Sky News plus tôt dans la journée, a été interrogé sur le réalisme de cette idée. Et on peut voir son expression quand on lui pose la première question. Mais écoutez bien ce qu'il dit ensuite sur la question nucléaire. Depuis le début de ce conflit, on a entendu toutes sortes de déclarations, surtout venant de Truth Social, de la part du président américain. Et si on les avait toutes prises au pied de la lettre, on serait dans un sacré pétrin aujourd'hui. Le point positif, à mon avis, c'est que même s'il n'y a pas de discussion officielle en cours entre les États-Unis et l'Iran, il est assez clair que le Pakistan continue de travailler activement en coulisses. Il y a beaucoup d'éléments dans tout ça, le dégel des avoirs, l'allègement des sanctions et d'autres choses du même genre. Mais au fond, c'est la déclaration claire du président Trump. Il ne peut pas permettre à l'Iran d'avoir une arme nucléaire. Et donc, je pense que beaucoup d'autres détails vont finir par passer au second plan. C'est ça le point essentiel. Concernant le moratoire, je ne suis pas sûre de ce que ça veut dire, parce que les Iraniens ont été très clairs. Ils vont repousser les discussions sur le nucléaire. La dernière fois que le sujet a été vraiment traité en détail, il a fallu presque 2 ans pour conclure. Ils ne vont pas régler ça en quelques heures ou en quelques jours. Alors, ils ne vont pas régler ça avec un post sur Truth Social. Et ils n'en parleront pas non plus par texto ou par coup de fil. Ce genre de choses, ça se règle par une vraie diplomatie, avec des échanges, des négociations, et ça ne sera pas rapide. Et si le président Trump pense qu'il faut que ce soit résolu avant la réouverture du détroit, eh bien, il garantit à tout le monde que le détroit restera fermé. Parce que du côté iranien, comme Sean Bell l'a expliqué, ils n'ont même pas l'intention d'en parler pour l'instant. En ce moment, leur position, c'est « on veut en finir avec cette guerre ». Ils sont prêts à mettre ce dossier de côté, mais ils veulent mettre en priorité plusieurs autres sujets. Et je vais vous montrer ce qu'ils ont dit. Parce que si le président Trump met ça en avant, je vais vous expliquer pourquoi, à mon avis, il le fait. Parce que ça ne devrait même pas être sur la table. Votre seule priorité devrait être de rouvrir le détroit d'Ormuz pour limiter les dégâts déjà subis à cause du manque de pétrole, du manque d'engrais, d'hélium, d'aluminium et de tous ces autres produits essentiels qui vont avec. Ça devrait être la tâche numéro 1. Et pour l'instant, il ne devrait pas y avoir de tâche numéro 2. Réglons d'abord ça et ensuite on verra le reste. Parce que ça va être vraiment difficile. Il n'y a aucune raison logique pour que l'Iran, dans sa position actuelle, après avoir déjà tenu 40 jours et 40 nuits sous les bombardements des États-Unis, après avoir tout encaissé sans céder sur aucun de ces points essentiels, peu importe l'ampleur de leurs pertes, le nombre d'Iraniens tués ou d'installations détruites en surface, il n'y a aucune raison pour qu'ils plient maintenant. Ils ont clairement beaucoup souffert,
Oui, mais ils ont traversé toute cette tempête. Et aujourd'hui, ils gardent le contrôle de la chose la plus stratégique au monde, le détroit d'Ormuz. Alors, laissez-moi vous montrer juste 2 ou 3 éléments. C'est tout récent. Ça date de ces dernières heures. Vous avez Ghalibaf, le président du Parlement iranien, qui est aussi jusqu'à présent le principal négociateur. Il a publié une déclaration, et je crois que c'était une vidéo d'environ 9 minutes et 35 secondes adressée au peuple iranien, qui a été traduite ici. Et on voit bien que la guerre est entrée dans une nouvelle phase. Pas qu'elle se termine, mais qu'elle change de phase. Ghalibaf a diffusé un message audio au public iranien, affirmant que l'ennemi cherche à forcer la reddition de l'Iran par la pression économique et un blocus naval. Il a aussi averti que des attaques militaires et terroristes étaient possibles. Et le message poursuit en disant « Écoutez, il faut qu'on soit prêt, qu'on garde nos forces et qu'on reste vigilant. À cause de ce qui s'est passé par le passé, en 2025 et au début de 2026, quand on était en pleine négociation et qu'une attaque est soudainement survenue. » Et donc, ils s'attendent presque, non, pas presque. Beaucoup d'entre eux s'attendent carrément à une attaque surprise. Du coup, il n'y aura pas d'attaque surprise, puisqu'ils s'y attendent. Ils disent à tout le monde de se tenir prêt. Il a aussi ajouté, « Écoutez, on essaye maintenant de faire revenir tous les expatriés du monde entier. » En gros, il veut dire, on a besoin de vous. On a besoin que tout le monde se rassemble, qu'on soit unis sur ce sujet. Ils essayent donc de renforcer encore leur unité. Moi, je n'ai jamais vu l'Iran chercher à mobiliser sa diaspora pour dire « Allez, soyons tous d'une seule voix du côté iranien ». Je ne sais pas du tout si ça va marcher ou pas, mais ça montre simplement qu'ils pensent sur le long terme. Ils n'agissent pas comme si quelque chose allait se produire dans un jour ou deux. Ça vient d'être encore confirmé à l'instant par Al-Mayadeen. Et là, c'est une dépêche de l'ISNA, l'agence de presse iranienne. En gros, il rapporte que Washington propose, et c'est intéressant dès le début, que Washington propose des concessions à Téhéran. Pas l'inverse, hein. Pas comme si le président Trump pensait que l'Iran lui faisait des concessions. Vous vous souvenez du premier extrait vidéo que je vous ai montré tout à l'heure? Le président Trump, il y a quelques instants à la Maison-Blanche, a presque tourné en dérision le journaliste qui lui demandait pourquoi cette fois serait différente, alors qu'on était déjà proche d'un accord avant et que ça n'avait pas marché. Et il a répondu, « Eh bien maintenant, ils sont prêts à faire des concessions. » C'est ce que l'Iran est prêt à faire, parce qu'il est disposé à faire certaines concessions. Mais maintenant, on voit que la partie iranienne affirme que c'est Washington qui propose des concessions à Téhéran. Et dans le cadre de l'accord préliminaire attendu prochainement dans les négociations, l'une des principales concessions serait la levée des sanctions, sans aborder le dossier nucléaire. Je le répète, sans aborder le dossier nucléaire que le président Trump considérait comme une priorité absolue. Mais ce n'est pas tout. La partie iranienne insiste sur 3 axes principaux. Une compensation pour les dommages, la levée des sanctions sur les avoirs bloqués et la levée du principal blocus maritime. Alors, ce qu'ils disent, c'est « Écoutez, tout ce qu'on demande, c'est que vous leviez votre blocus, que vous retiriez certaines sanctions, que vous libériez une partie de nos avoirs gelés et on parlera du nucléaire un autre jour. » D'accord? Donc, vous pouvez faire quelques concessions. Très bien, on est prêt à le faire. Tout ce que je vous dis là, ce sont des déclarations des 2 dernières heures. C'est tout récent. Alors, peu importe ce que vous avez pu lire sur Truth Social ou les titres que vous avez vus sur Axios, le New York Times ou le Washington Post, voilà les vrais sujets. Si vous n'écoutez pas la partie iranienne, vous ne voyez que 50% de l'équation. Comment voulez-vous résoudre un problème en ne regardant que la moitié des données?
Il faut tout regarder. Le président Trump est connu pour dire une chose et en faire une autre, ou pour se contredire complètement d'un jour à l'autre, parfois même dans la même journée. Donc il faut toujours prendre ce qu'il dit avec énormément de recul. Mais ensuite, il faut aussi écouter ce que dit l'autre camp. Quand il affirme qu'il le supplie de conclure un accord, qu'ils sont prêts à faire des concessions, et qu'en face, on répond clairement « Non, c'est à vous de faire des concessions », et la question nucléaire n'est même pas sur la table. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est justement ce que j'ai du mal à comprendre. C'est une chose que le président Trump veuille simplement faire circuler toutes sortes de fictions, inventer de toutes pièces des histoires. Qu'il fasse ça, bon, vu son passé, c'est une chose. Mais c'en est une autre que tout le marché occidental du pétrole, et surtout le marché à terme, la bourse, prennent ça au sérieux et réagissent avec d'énormes fluctuations. Dans un sens qui, au final, lui profite. Sauf, bien sûr, si certaines personnes dans ces marchés sont dans le coup. Dans ce cas-là, ça les dérange pas de jouer le jeu, parce qu'ils participent à la fiction. Et il faut le dire, il y a beaucoup de gens qui gagnent énormément d'argent là-dedans. Et franchement, si on en arrive au point où on ne peut même plus faire confiance au marché et que tout ça n'est qu'une façon de nous tromper, alors là, on est dans une situation bien plus grave que ce que je pensais. Et malheureusement, on ne peut pas écarter cette idée. Je n'ai aucune information privilégiée, je ne connais pas assez bien tous les rouages du marché. Mais enfin, regardez simplement. On ne peut pas ignorer ces éléments parce qu'il n'y a plus aucun fondement réel. Il n'y a pas de fondement lié au pétrole, pas de fondement logistique qui justifierait qu'on pense, même s'il y avait une négociation, même si tout ce que le président Trump a publié sur les réseaux sociaux était vrai, qu'on était sur le point d'un accord. Ça n'aurait pas dû faire bouger le prix du pétrole, parce qu'il y a déjà une pénurie physique dans le système. Et ça va être très douloureux, et ça va durer longtemps avant de se résorber. Si le marché à terme reflétait vraiment ce que les gens pensaient du prix du pétrole en juin, c'est-à-dire la période du dernier chiffre que je vous ai montré, celui qui a chuté brutalement, comme d'ailleurs tous les mois précédents et les mois à venir, eh bien, si c'était vraiment lié aux fondamentaux, ces chiffres n'auraient pas bougé. Ils n'auraient sans doute pas augmenté. Mais ils seraient restés stables, parce qu'on se serait dit, bon, on espère qu'un accord pourra être trouvé. Mais pour l'instant, rien n'a été réglé. Le détroit reste fermé, quoi qu'en dise la publication de Trump sur les réseaux sociaux. Donc, les fondamentaux n'ont pas changé, et le prix n'aurait pas dû changer non plus. Pourtant, on a vu ces mouvements complètement fous. Quelqu'un a forcément gagné beaucoup d'argent. Quelqu'un savait que quelque chose se préparait. Mais ensuite, on se demande, pourquoi ce prix aurait-il changé aussi radicalement alors que les fondamentaux, eux, n'ont pas bougé? Parce que je vous le dis, le prix du pétrole que vous payez vraiment, celui du baril au terminal en ce moment, le vrai coût d'un baril de pétrole, le dernier chiffre que j'ai vu, c'était autour de 130. Ça bouge pas mal, mais c'est très loin du prix de marché sur le papier. Et ces marchés-là, on peut les manipuler autant qu'on veut. Mais mes amis, ça ne va pas vous aider quand il faudra mettre du diesel dans votre réservoir cet été, produire du kérosène pour prendre l'avion où vous voulez aller, ou acheter de l'engrais pour vos cultures. Rien de tout ça ne sera plus facile à cause de ces manipulations. C'est tromper les gens, leur faire croire que les choses s'améliorent alors que ce n'est pas le cas. Et maintenant, on voit bien que les déclarations des uns et des autres, aussi bien du côté iranien qu'américain, sont totalement opposées. L'écart ne s'est pas du tout réduit. Peu importe de quoi on parle, peu importe ce fameux plan en 14 points dont on entend parler, et peu importe qui l'analyse ou qui le commente, je suis sûr que tout ça se discute.
Mais franchement, quand on regarde ce que disent les deux camps, il n'y a aucun rapprochement. Donc personne ne devrait s'attendre à une solution rapide sur ce dossier. Revenons maintenant à toute cette question nucléaire. Pourquoi, d'après vous, en est-on là? Au départ, c'était présenté comme la justification de cette guerre. On nous disait qu'il fallait agir parce qu'ils étaient à 2 semaines seulement, d'avoir la bombe nucléaire. Mon Dieu, on a dû agir, parce que s'ils obtenaient l'arme nucléaire, c'est un régime théocratique complètement fou, et ils s'en serviraient. C'est ce que dit le président Trump. C'est aussi ce que répètent ses partisans. Mais il n'y a aucune preuve de tout ça. En réalité, il y a même beaucoup d'éléments qui montrent le contraire. Pourtant, c'est ce qu'on a avancé. Et puis, bien sûr, le président Trump a fini par se trahir, avec le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, quelques semaines plus tard. Ils ont reconnu qu'en fait, tout ce matériel nucléaire, cette poussière nucléaire, comme aime l'appeler Trump, est toujours enfoui sous des montagnes, 3 montagnes différentes de décombres, après les bombardements de l'opération Midnight Hammer en 2025. Donc, ils ne pouvaient pas être à 2 semaines de l'obtenir, puisqu'ils n'y ont même pas accès, encore moins la capacité de le retraiter. Bref, never tax mange. Eh bien, tout ça était resté assez silencieux jusqu'à maintenant. Et là, ça refait surface. Je me demande bien pourquoi. Regardons 2 ou 3 éléments. C'est aussi dans l'actualité d'aujourd'hui. Il y a environ 3 heures, le cabinet de sécurité israélien s'est réuni mercredi soir. Et selon un article du New York Times, le bureau du Premier ministre, Benjamin Netanyahou, a déclaré que Netanyahou devait s'entretenir avec le président Trump dans les heures à venir. Donc, potentiellement, en ce moment même. Il pourrait littéralement être en train de parler en ce moment. D'après ce communiqué, Netanyahou a dit aux membres du cabinet qu'Israël et les États-Unis partageaient le même objectif, retirer l'uranium enrichi d'Iran. Et Trump estimait que cet objectif était atteignable, je cite, d'une manière ou d'une autre. Alors, à votre avis, de quoi peuvent-ils bien parler quand ils disent que l'un des objectifs principaux, c'est d'éliminer tout ce matériel retraité, en plus de s'assurer qu'ils ne puissent pas avoir d'armes nucléaires? Et regardez ici, c'est intéressant, ça vient du Jerusalem Post. Je crois que cet article date d'hier. Le titre, c'est « Ce que tout le monde comprend mal à propos des rapports du renseignement américain sur la menace nucléaire iranienne ». L'analyse dit que même si les États-Unis peuvent se demander si les guerres de 2025 et 2026 valaient vraiment les sacrifices, du point de vue israélien, elles en valaient clairement la peine. L'article poursuit en expliquant que les récentes opérations américano-israéliennes ont repoussé l'Iran, qui disposait d'un arsenal d'environ 2500 missiles balistiques, et qui était sur le point d'en produire entre 3700 et 4300 de plus en 6 mois, puis jusqu'à environ 5 à 6 000 en un an. Aujourd'hui, cet arsenal serait réduit à seulement quelques centaines, au maximum 1 millier de missiles, avec plusieurs années de retard dans la production de nouveaux volumes plus importants. Du côté israélien, on dit clairement, pour nous jusqu'ici, ça en valait la peine. En réalité, on sait bien qu'ils n'ont aucune intention d'arrêter cette guerre. Et souvenez-vous aussi que le président Trump et Benjamin Netanyahou se sont rencontrés juste avant le début du conflit. Ils se sont vus en janvier, puis à nouveau en février, juste avant que tout commence. C'est un peu comme quand le président Trump donnait l'impression de faiblir, comme s'il n'allait peut-être pas lancer cette guerre. On aurait dit qu'il avait besoin d'un petit face-à-face avec celui qui en réalité tire les ficelles. Écoutez, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Certains n'ont pas envie d'entendre ça, mais franchement, je m'en fiche, parce que les faits montrent que Netanyahou exerce une influence et une pression énorme sur le président Trump.
Et le fait que chaque fois que Netanyahou parle, Trump agit. Appelez ça comme vous voulez. Je sais que le président Trump a affirmé et même publié sur Truth Social qu'il prend ses propres décisions, que personne ne le fait à sa place. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise d'autre? Bien sûr qu'il va dire ça. Mais je l'ai déjà dit, si après qu'ils se sont parlé, on voit ensuite des actions concrètes, eh bien ça vous montre clairement qui est vraiment aux commandes. Et voilà comment les choses se sont passées jusqu'à présent. Alors, je vais en mettre une nouvelle sur la table. Si le président Trump revient maintenant à l'aspect cinétique et qu'il ne cherche pas à résoudre ça par la voie militaire, alors encore une fois, on verra clairement qui prend vraiment les décisions ici. Et regardons un autre point, cette fois dans la presse israélienne. C'est un article d'aujourd'hui. L'Iran n'est pas plus éloigné de l'arme nucléaire qu'avant la guerre, selon les agences de renseignement américaines. L'article précise que, d'après les évaluations du renseignement américain, le délai dont l'Iran aurait besoin pour fabriquer une arme nucléaire n'a pas changé depuis l'été dernier, quand les analystes estimaient qu'une attaque américano-israélienne avait repoussé cette échéance à environ 1 an, selon 3 sources proches du dossier. C'est intéressant, rien que pour ça déjà. Parce que, attendez, les agences de renseignement américaines disaient qu'après l'attaque de 2025, après avoir détruit toutes leurs capacités, l'Iran était à 1 an de pouvoir agir. 1 an. Et maintenant, elles disent encore la même chose aujourd'hui. Mais bon, 1 an, ce n'est pas 2 semaines, hein? Donc, il y a un problème quelque part. Probablement qu'aucune des deux estimations n'est vraiment juste. On ne sait même pas sur quoi ils se basent pour dire 1 an. Mais on voit bien à quel point c'est crucial pour les Israéliens. Ils disent d'abord que tout ça en valait la peine, donc ils ne veulent pas s'arrêter. Parce qu'ils affirment, je ne sais pas comment ils vérifient ces chiffres, que l'Iran aurait eu toute la capacité nécessaire pour fabriquer cette arme. Eh bien, maintenant, ça a été retiré à cause de toutes ces cibles en surface qui ont été touchées. Je ne vois pas comment ils peuvent avoir la moindre information fiable sur ce qui se passe sous la surface, dans ces montagnes, dans ces villes de missiles, dont 1 ou 2 seulement ont été endommagées. Donc, je ne comprends pas comment on peut penser qu'ils ont vraiment affaibli leur capacité à se protéger de ce genre d'attaque. La plupart de la production était souterraine, pas seulement le stockage. Alors je ne sais pas trop sur quoi ils se basent en fait. Mais bon, eux, ils disent que ça en valait la peine. Pourtant, leur vrai problème, c'est toujours cette question nucléaire. Et ils affirment que le calendrier n'a pas changé. Donc pour eux, c'est encore un sujet ouvert, un sujet sensible. Ils veulent que le matériel nucléaire soit retiré et ils veulent les empêcher d'en retraiter davantage. Eh bien, si un accord se fait à court terme, ce que le président Trump veut, c'est rouvrir le détroit d'Ormuz. Du côté iranien, ils disent qu'ils gardent le doigt sur la gâchette. C'est l'expression qu'un de leurs responsables a utilisée plus tôt dans la journée. Ils sont prêts à discuter de certaines concessions de la part des États-Unis et plus tard, ils parleront de la question nucléaire. Voilà ce qu'ils disent. En clair, ils ne veulent même pas aborder le dossier nucléaire pour l'instant. Netanyahou, lui, ne veut parler que de ça, du nucléaire. Alors peut-on imaginer un scénario où Netanyahou et Trump se retrouvent pour discuter de la marche à suivre et où Trump dirait « Oui, j'ai besoin que ce détroit soit rouvert. C'est ça qu'on va faire. » On parlera du nucléaire plus tard. Peut-être que dans 6 mois, on pourra y revenir. Mais ça n'arrivera jamais. Franchement, vous imaginez? Pourquoi l'Iran accepterait quoi que ce soit sur les armes nucléaires une fois qu'ils auront rouvert le détroit et qu'ils continueront à le contrôler à travers ce qu'ils appellent l'autorité du détroit du Golfe Persique? Là où ils vont percevoir des péages, des taxes et tout le reste, tout en gardant la main dessus. Ils ne vont jamais abandonner ça.
Ils ont dit que c'était non négociable pour eux. Alors, malgré tout l'optimisme qu'on voit dans les gros titres aux États-Unis, dans une bonne partie des médias traditionnels, et chez tous ces partisans sur certaines chaînes, qui, peu importe le sujet, ne font que chanter les louanges de Donald Trump, ces chaînes qui diffusent en boucle l'hymne de Donald Trump, si on peut dire. Soyons honnêtes, tout ça c'est faux. Ce n'est pas réel. On est toujours dans une impasse, et le problème de fond n'a pas changé. Le fait est que les Iraniens se retrouvent maintenant à contrôler le détroit d'Ormuz, ce qu'ils n'avaient jamais fait en 47 ans. Peu importe les capacités latentes qu'ils pouvaient avoir, elles n'avaient jamais été mises en œuvre, parce qu'on ne les avait jamais placés dans une situation où c'était une question de survie. Et là, la seule chose qu'il leur restait pour assurer leur survie, c'était de prendre le contrôle du détroit. Ils l'ont fait. Et maintenant, ils ne le lâcheront plus, parce qu'on n'a aucun moyen de les y forcer. Et puis du côté israélien, on voit bien qu'ils ne s'en contentent pas. Ils veulent que tout ce qui touche au nucléaire disparaisse, et aussi tout ce qui concerne les missiles. Ce serait donc la plus grande défaite imaginable pour Benjamin Netanyahou si cette guerre devait se terminer selon les conditions dont parle le président Trump, c'est-à-dire avec un accord, quel qu'il soit, que l'Iran accepterait. Franchement, je doute très sérieusement qu'Israël accepte ça. Jusqu'à présent, Netanyahou n'a jamais été mis en échec par un président américain à ce point-là. Et honnêtement, le voir remis à sa place, j'aimerais bien que ça arrive. J'espère même que ce sera le cas. Parce que si on continue sur la voie où on est aujourd'hui, la guerre reprendra. Israël est tellement obsédé par la capacité de missiles de l'Iran, par sa capacité nucléaire, par le retraitement et les matériaux retraités. Ils disent, peu importe le détroit d'Ormuz, peu importe le pétrole. Je me fiche complètement de ce que ça va faire à l'économie mondiale. Dans leur tête, ils ont décidé que c'était plus important que tout le reste. Donc, peu leur importe si le reste du monde entier doit en souffrir pour qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Et bien sûr, il n'y a qu'un seul type qu'ils doivent convaincre. Un seul. Et apparemment, ils sont en train de se rencontrer en ce moment même. Ils pourraient être en réunion pendant qu'on parle. On verra bien ce qui en sortira. On sait avec certitude que notre armée est prête depuis un bon moment déjà. Ils auraient pu lancer tout ça à n'importe quel moment depuis moins de 10 jours. Et tant qu'on ne voit pas les groupes aéronavals redéployés, tant qu'on ne voit pas la 82e division aéroportée revenir à sa base, ou les marines, le Tripoli et les autres navires qui se trouvent dans cette zone. Si vous les voyez partir, là vous pouvez dire « D'accord, je pense que le danger est passé ». Mais d'ici là, tout reste encore sur le fil du rasoir. Et tout, à mon avis, va dépendre de ce qui va se passer maintenant entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Soyez très attentifs à ce qui va en sortir et à ce qui pourrait arriver littéralement dans les prochains jours. On verra comment tout ça va évoluer. Gary et moi, on va suivre ça de près pour vous et vous pouvez compter sur Daniel Davis Deep Dive. On se retrouve dans le prochain épisode et dès qu'il y aura du nouveau, à très bientôt. Et n'oubliez pas d'en parler à vos amis, ceux qui aiment écouter des podcasts. Dites-leur d'ajouter Daniel Davis Deep Dive à leur liste. Ils doivent savoir ce que vous savez déjà. Ils peuvent l'écouter là où ils prennent d'habitude leur podcast. Il suffit juste de leur en parler. Where they already get their podcast. You just got to tell them.